Je vais vous proposer dans cet exposé une exploration comparative du rôle du masque sonore et des techniques de communication rituelle dans la chasse et les pratiques chamaniques des Quechua d'Amazonie péruvienne. Donc le point de départ de cette réflexion, nourrie par plusieurs séjours de terrain en Amazonie, plusieurs années, et l'observation que les Quechua ont élaboré une forme de langage spécial pour s'adresser aux êtres qui peuplent leur environnement, animaux ou esprits en particulier. L'imitation des voix animales dans la chasse en est un exemple. Dans le domaine rituel, certains chants chamaniques attestent d'un processus similaire d'imitation de la voix des esprits. Ce champ de communication alternatif qui traverse la vie quotidienne et rituelle des Quechua d'Amazonie n'a rien de marginal. Il illustre au contraire un aspect fondamental que l'on retrouve parmi de nombreuses cultures d'Amazonie, qui est la nécessité d'avoir recours à un langage masqué pour étendre le réseau des relations sociales aux êtres communicants de la nature et de la surnature. Donc, quelles sont les implications symboliques d'une telle transformation du langage ordinaire? Nous allons voir que ces formules sonores ont la particularité d'introduire une incertitude ontologique provisoire au sein des catégories des espèces, animaux, esprits. L'imitation de la voix du gibier dans la chasse au leurre, par exemple, ne constitue pas pour le chasseur quechua une simple technique efficace de prédation, mais vise à établir une forme de communication émotionnelle avec le gibier, exploitant les caractéristiques symboliques d'une relation entre parents ou congénères. Donc, loin d'ignorer la part sournoise de cet échange, les Quechua prolongent cette pratique d'imitation des voix animales dans un certain nombre de chants qu'ils adressent aux esprits tutélaires de chaque espèce animale, les esprits maîtres, dans un effort de séduction afin de s'en attirer les faveurs. Ces chants visent à engendrer, maintenir ou stimuler une relation d'échange typiquement conçue sous la forme d'une communication intime ou spéciale entre le chasseur, chaman et les esprits. La question qui m'intéressera ici est de savoir dans quels sont les enjeux, quels enjeux l'adoption d'une voix animalisée ou d'un masque sonore peut-elle représenter du point de vue de la communication rituelle et dans la communication simplement ordinaire du chasseur avec sa voix. Et en particulier, je m'interrogerai dans la deuxième partie de mon exposé, savoir s'il existe un lien entre le mode d'apprentissage de la chasse ou des chants rituels et la forme particulière, la forme linguistique particulière que l'on observe dans ce discours masqué qu'on observe dans les chants rituels adressés aux esprits. C'est-à-dire quelle fonction on pourrait attribuer à ces masques sonores dans le champ du discours rituel. Donc, je vais commencer par vous présenter brièvement les populations quechua d'Amazonie. Donc, ces populations constituent un ensemble ethnique assez hétérogène qui se distribue en un archipel de peuplement dans les basses-terres qui part des basses-terres équatoriennes, des bassins versants du haut fleuve Napo et Pastaza en Équateur, vers leur embouchure sur l'affluent majeur de l'Amazone au Pérou, le Marañón. Donc on trouve des îlots de population sur le haut cours également, le haut fleuve Tigre, ça c'est pour les connaisseurs qui connaissent vraiment le nom des rivières, parce que c'est vrai que la densité démographique est tellement faible qu'il y a peu de probabilité pour qu'on connaisse les noms de ces rivières, mais bon, en fait, donc ils sont dispersés en un archipel de peuplement, c'est l'idée qu'il faut retenir. Donc ce sont des groupes dont l'ethnogénèse est récente, qui date du début de la période coloniale, qui sont caractérisés par leur composition ethnique hybride, formée à partir de membres des familles linguistiques voisines, de familles linguistiques Zaparo, parmi lesquels on trouve les Andoa, les Chinigri et Arabella, et Jivaro, les Alchoirs, et plus récemment les Kandoshi. Leur dispersion extraordinaire en Amazonie est donc tributaire de plusieurs facteurs historiques, en particulier le facteur migratoire lié aux déportations, aux migrations forcées d'Indiens en Amazonie, fuyant en particulier les Indiens non convertis, donc fuyant les encomiendas espagnoles. Et puis également donc, le facteur d'immigration pendant la période du boom du caoutchouc qui a entraîné une reconfiguration de la carte ethnique des basses-terres péruviennes. Donc au cours de ces multiples reconfigurations ethniques de la carte, indigène du Pérou, les Quechua ont joué un rôle historique assez unique en servant de société tampon entre le monde indigène et le monde colonial. La langue quechua était au début de la conquête donc une langue franche, une lingua franca, diffusée par les missionnaires afin de domestiquer les nations indiennes infidèles, qu'on appelait les sauvages non convertis, Auca, dans la région, en particulier les Jivaro.
Dans les siècles postérieurs, donc l'attractivité de ces groupes trouve un autre facteur explicatif à travers des stratégies de camouflage ethnique, par l'adoption de la langue quechua, donc employée par certains groupes indigènes affaiblis par la conquête et les épidémies, dont certains d'entre eux sont disparus, ou quasiment disparus à l'heure actuelle, en particulier sur le Haut-Pastassa où j'ai fait mon terrain, donc l'ancien groupe Andoa, dont il reste actuellement 2 et 3 locuteurs. Parce que la dernière personne que j'ai quittée là-bas l'année dernière était âgée de 80, je ne sais pas à quel âge en fait, mais souffrait d'une maladie, avait une crise de palu, était très souffrant. Il y a une probabilité pour qu'il disparaisse assez rapidement. Donc sans rentrer plus avant dans les détails, l'appartenance ethnique s'est égrenée au long des histoires locales. Donc les Quechua du Pastassa, où j'ai fait mon terrain, comptent aujourd'hui environ 3000 individus qui sont liés aux populations voisines, Alchouar et Kandoshi, par des relations intimes d'échange de femmes, de biens, de paroles et parfois de morts, puisque les disputes entre ces communautés sont assez fréquentes. On retiendra seulement que l'unité linguistique, donc le fait de parler quechua en Amazonie, n'est qu'un aspect superficiel de ces sociétés polyglottes dont les membres manipulent avec une aisance particulière les langues et les marqueurs symboliques des sociétés voisines auxquelles elles appartenaient jadis, et donc ils pourraient se réclamer membres demain par une série d'alliances contractées, des relations d'amitié cérémonielle et des manipulations sociologiques. Donc la culture quechua offre l'exemple d'une tradition construite en période coloniale, dont l'extrême porosité aux cultures voisines n'a pas diminué la vigueur du temps. C'est un peu pour essayer de remettre en question les clichés qu'on a sur des populations acculturées en Amazonie, du fait d'un contact trop important, soit avec la société nationale, soit du fait d'un mélange interethnique trop important. Donc revenons maintenant à la question qui nous intéresse dans cet exposé, qui est celle de la question de la voix. Donc, pourquoi s'intéresser précisément au rôle de la voix dans l'étude des sociétés quechua? On peut d'abord constater donc, que le registre sonore joue un rôle tout à fait déterminant dans l'élaboration en langue quechua des taxonomies des espèces animales. C'est le cas pour les oiseaux en particulier, dont les noms de forme onomatopéique sont motivés par une lexicalisation de leur chant, procédé répandu par ailleurs chez de nombreuses sociétés de chasseurs-cueilleurs, pas seulement en Amazonie. Donc l'importance accordée à la faculté d'imitation sonore apparaît d'autant plus clairement que les espèces pour qui cette faculté est reconnue comme un trait spécifique, un trait éthologique distinctif, peuvent recevoir le qualificatif de maître ou de chef, maître de kuraka, d'autres espèces animales. C'est le cas du caracara à gorge rouge, par exemple, à Kangawa, qui est qualifié de maître des toucans sur l'observation de sa capacité à simuler le chant de cet oiseau. Donc en bref, ce qu'il faut retenir, c'est que certaines images sonores, certains sons qui appartiennent au monde animal peuvent être qualifiés comme des voix et exploités donc de manière intensive dans la catégorisation des entités de la nature, enfin des espèces animales. Donc qu'en est-il de l'usage de la voix dans la chasse, dans les pratiques de chasse effectives? Nous allons voir que c'est dans un registre prosaïque, donc tous des imitations sonores employées dans la chasse au leurre, que l'on trouve un point d'ancrage assez déterminant d'un mode de pensée animiste, et peut-être le point de départ d'une représentation pragmatique de la communication rituelle avec les esprits maîtres du gibier, dans une langue exotique ou animalisée. La chasse au leurre, nous allons le voir, établit une relation de connivence tout à fait intime avec le gibier, ce dernier étant pris donc à partie comme l'allocuteur d'un véritable dialogue entre le chasseur et sa proie. Donc les Quechua considèrent l'acquisition d'une voix, qui consiste en l'art de se faire passer pour le gibier lui-même, comme une condition indispensable des pratiques synégétiques. Cette compétence est appelée katichina, faire suivre, imiter, ou encore pandachina, qui signifie tromper, leurrer, tout simplement, et consiste à produire des sons, des sifflements, des cris nasaux ou gutturaux, des râles, avec ou sans instrument, sans accord, censés reproduire à l'identique les signaux sonores du gibier. Les principales proies visées à la sarbacane, mais également les chassent également au fusil, mais ils conservent en tout cas sur le Haut-Pastassa la pratique de l'usage de la sarbacane. Donc les principales proies visées sont des singes, des lags autriches, des attelles capucins et des oiseaux, toutes sortes d'oiseaux. Tinamou, Ogani, toucan et des lampes.
ils ouvrent, et donc tous ces signaux donc, offrent un large éventail de simulations, comme l'excitation d'un congénère qui ayant trouvé des fruits pour se nourrir, la détresse ou un signal d'alerte.